camarades concernant un problème quelconque de module ou d'examen ou d'hygiène, etc., etc. Donc, cette responsabilité, cette compétence, elle est issue à partir d'une gestion démocratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faudrait laisser une certaine liberté de gérance, bien sûr dans la limite, dans la limite des lois. Et cette responsabilité doit être suivie, accompagnée d'une compétence, de la compétence de la personne, pour permettre à la suite qu'il y ait une bonne administration, une administration efficace, que ce soit une administration classique qui est composée de responsables hiérarchiques ou tout simplement d'une petite administration euh, au sein d'un groupe, au sein d'une section, etc., etc., etc. Est-ce que c'est clair? Donc, tout fonctionnaire de l'USCHB doit être responsable et bien sûr compétent. Parce que s'il est responsable d'un certain service ou d'une certaine tâche, et s'il n'est pas compétent, il ne remplit pas les critères pour lier le respect de ce principe fondamental. Bien sûr, comme c'est dit, cependant, les questions scientifiques restent du ressort exclusif des enseignants-chercheurs. Donc, la responsabilité et la compétence. La responsabilité et la compétence, c'est ce que doit revêtir toute personne qui occupe un poste de responsabilité. Il doit être non seulement responsable, mais aussi compétent. Compétent, ça veut dire qu'il ne doit pas, il doit éviter les fautes il doit éviter que ce soit les fautes ou que ce soit un dérapage. Une compétence, ça veut dire qu'il fait très bien son travail. Bien que si c'est l'administration, l'administration n'est pas concernée par tout ce qui est recherche scientifique, tâches scientifiques, décisions scientifiques. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est clair? Madame. D'accord. Maintenant, on va passer au respect mutuel. Est-ce que, bon, si c'est bon, donc on va passer au respect mutuel. Donc, le respect mutuel, c'est le quatrième principe. Donc, ces principes-là, je le redis et je le redis encore une fois, c'est des principes de base pour spécifier, spécifier ce que c'est que l'éthique, pour, euh, pour dessiner ce que c'est que l'éthique. Donc, le respect mutuel, c'est quoi? Le respect de l'autre. Donc, je vais essayer à ce niveau-là. Il ne fonctionne pas. Enfin, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Bon, j'espère que vous avez votre fascicule parce qu'il est en train de déconnecter mon document. J'arrive pas Madame, à tu as le. entendu Oui. le partage et repartager de nouveau le document. J'ai même pas accès, mademoiselle. J'ai même pas accès au file. Ouais, Lady, j'ai accès à rien et comme si c'est désactivé. Heureusement qu'il y a le sang. Mais de temps en temps, je suis en train de faire bouger la souris. Peut-être qu'il y aura un changement. J'espère que vous avez votre fascicule sous les yeux. En tout cas, moi, je vais faire mon cours, puis après, vous allez vous référer à la partie concernée. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, c'est le respect mutuel. Le respect de l'autre se fonde sur le respect de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'il y ait une bonne vie commune, une bonne coordination entre les acteurs de l'université,
Pour qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait un respect, que ce soit un respect entre deux étudiants, que ce soit un respect entre un enseignant et étudiant, ou bien un enseignant, un administrateur, ou bien l'ensemble ou bien l'ensemble des participants, ou bien l'ensemble des participants. Donc, le respect mutuel, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu, il ne faut pas exiger un respect de vos camarades, de votre enseignant, de votre entourage, si vous-même, vous ne le respectez pas. Donc, si vous êtes une personne respectueuse, un étudiant respectueux, donc automatiquement, vous allez inspirer le respect. Je continue. Donc, tous les membres de la communauté universitaire doivent s'interdire toute forme de violence symbolique. Violence symbolique, ça veut dire mettre des pancartes, des photos, etc., etc. C'est ça, des formes de non-respect symbolique. Une violence physique, ça veut dire frapper, frapper la personne, se battre, ou bien une violence verbale, ça veut dire insulter les personnes. Donc, il faut un respect mutuel. Ce respect mutuel se fonde d'abord sur le respect de soi-même. Donc, si vous vous respectez, vous êtes censé automatiquement respecter les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, le comportement d'autrui, c'est le reflet de votre comportement. Il faut s'interdire toute violence symbolique. Violence symbolique, ça veut dire quoi? C'est à partir de symboles, par exemple de photos, de pancartes, d'objets, etc., etc. Violence physique, c'est ne pas frapper, ne pas se battre, ne pas se donner en spectacle physiquement. Et bien sûr, violence verbale, ne pas insulter verbalement, yani de vive voix. Ils doivent être traités avec respect et équité. Donc, toute personne doit respecter son autrui avec équité. Équité quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire attention à la race de la personne, à la couleur de la personne, à son niveau social, ni à son physique. Et s'engager à se comporter de la même façon, quel que soit le niveau hiérarchique des partenaires. Ça veut dire céder le respect mutuel. C'est un respect qui doit être inné dans chaque personne. Donc, toute personne qui fait partie d'une communauté universitaire, elle doit, euh, elle doit être respectueuse bien sûr vis-à-vis des gens. Si quelque part elle voit que certaines personnes lui manquent de respect, c'est peut-être le reflet de respect qu'elle reflète n'est pas aussi bien qu'elle le pense. Donc, le respect mutuel, il faut s'interdire, d'arriver aux mains avec des personnes. Il faut s'interdire des grossièretés verbalement. Il faut s'interdire aussi, euh, toute forme symbolique de violence. C'est clair, c'est bon? Oui, madame. Donc, le respect, c'est éviter tout ce qui est forme de violence physique, symbolique ou verbale. Il faudrait bien sûr ne pas faire attention, il faut être aussi respect mutuel, ça veut dire il faut être équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez respecter une personne, vous devez la respecter en tant qu'être humain et non pas en tant que
en tant qu'être humain et non pas en tant que personne qui est riche ou bien personne qui est belle ou personne qui est, par exemple, de telle religion et non pas d'autres, etc., etc. Maintenant, on va passer au cinquième principe. Cinquième principe, c'est l'exigence de vérité scientifique, objectivité et esprit critique. Donc, dans le cinquième, vous avez une complémentarité entre l'exigence, l'objectivité et l'esprit critique. Donc, bon, est-ce que je peux commencer? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord, merci, mademoiselle. D'accord. Donc, je répète pour les personnes qui viennent juste d'arriver. Donc, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, on est en train d'étudier ou bien d'éclaircir les différents principes de base qui vont permettre de formuler l'éthique pour pouvoir d'établir l'éthique qui correspond à la communauté universitaire. Donc, nous avons cité la première qui est nous avons cité la première qui est l'intégrité, l'honnêteté, et c'est une complémentarité. Nous avons parlé de la liberté académique, la responsabilité et la compétence, le respect mutuel, et maintenant l'exigence de vérité scientifique. J'essaye de faire fonctionner, mais malheureusement, il ne fonctionne pas. Hein. Éthique. Enfin. J'espère que vous avez le fascicule sous les yeux. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Je transmettrai l'enregistrement et vous allez faire avec. Je continue. On est dans le cinquième principe. On est dans le cinquième principe, l'exigence de vérité scientifique, l'objectivité et l'esprit critique. La quête et la possibilité de l'interrogation des savoirs que l'université transmet et produit ont pour principes fondamentaux la recherche de la vérité scientifique et l'esprit critique. Donc ici, dans ce principe-là a été mis pour permettre d'obtenir une science véridique. Une science véridique. Une science véridique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les recherches scientifiques sont basées sur une vérité, sur une objectivité et sur un esprit critique. Donc, ce principe-là est relié directement, à la qualité de la recherche scientifique au sein d'une communauté universitaire. Donc, pour les personnes qui travaillent dans la recherche scientifique, qui sont à la recherche de la science, ils ont besoin d'une vérité scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'ils vont travailler, ils vont respecter les résultats obtenus, que ce soit des résultats positifs ou des résultats négatifs. Des résultats positifs, c'est bon parce que c'est des résultats avec lesquels les résultats qu'on peut utiliser, qu'on peut publier. Par contre, si les résultats sont pas bons, ce sera un
un travail de démarrage pour corriger et à long terme ou à court terme obtenir des résultats. Donc, tout ce qui est scientifique, ça veut dire tout ce qui est enseignement, ça doit être de la science, ça doit être de la science, une science véridique. On ne peut pas enseigner ou faire de la recherche à partir d'une science fausse. Donc, il faut d'abord démarrer par tout ce qui est vrai, par tout ce qui est vrai. Euh, Aussi, il faut être objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on va traiter, lorsqu'on va faire, donner par exemple un cours, il va falloir se limiter à ce qui est objectif. Se limiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous donnez un cours, on ne doit pas faire de dépassement. Si on fait, par exemple, un cours d'éthique, bon, le cours d'éthique est assez spécial parce que c'est un cours qui nécessite, donc qui demande des questions. Parce que c'est en principe, c'est des questions-réponses, le, le module d'éthique. Parce qu'il faut savoir que le module d'éthique peut être modifié au fur et à mesure, comme je l'ai déjà dit. Il peut être modifié au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de règles, de droits, de devoirs, d'obligations qui vont remédier au vide qui peut exister dans le fascicule ou bien dans le travail qui a déjà été fait précédemment. Donc, pour faire de la bonne recherche scientifique, pour faire un bon enseignement, pour faire un bon projet de fin d'études, il va falloir exiger la vérité scientifique, ça veut dire qu'il ne faut pas se mentir, ne pas trafiquer les résultats, donner les résultats tels quels. Et bien sûr, avoir l'esprit critique. Quelqu'un qui n'a pas d'esprit critique, il ne peut pas avancer. Et bien sûr, comme on l'a bien dit la dernière fois, c'est la critique, c'est l'esprit critique positif. On ne critique pas une personne pour lui dire tout simplement c'est pas bon et tout. Bon, on peut toujours dire c'est pas bon, mais il faut argumenter. Et ne pas casser l'enseignant, ne pas casser l'étudiant, que ce soit l'étudiant ou l'enseignant. Probablement, peut-être il y a des enseignants euh, qui peuvent avoir des difficultés dans leur façon d'enseigner, mais on peut toujours se corriger, quelle que soit la personne, que ce soit l'étudiant, l'enseignant ou l'administrateur. Donc, l'exigence de vérité scientifique oblige à la compétence, à l'observation critique des faits, à l'expérimentation, à la confrontation des points de vue, à la pertinence des sources et à la rigueur intellectuelle. Effectivement, ça veut dire si on veut travailler dans le domaine scientifique, si c'est un domaine expérimental ou autre, c'est un domaine qui demande une confrontation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours rendre compte sur le travail que vous avez fait. Rendre compte vis-à-vis des personnes qui veulent ce travail-là, rendre compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire argumenter le pourquoi, le comment de ce que vous avez fait. Bien sûr, admettre une confrontation. Peut-être il y aura des personnes qui auraient fait comme vous et peut-être il y aura des personnes qui auraient fait autrement que vous. Et donc, cette confrontation va vous permettre d'enrichir votre travail, que ce soit expérimental ou autre, que ce soit un travail d'étudiant ou un travail d'enseignant. La pertinence des sources. Qu'est-ce qu'on sous-entend par pertinence de sources? Ça veut dire que si vous voulez employer des lois, des hypothèses, il faudrait donner leur source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir donner leur référence bibliographique. Bien sûr, si c'est votre propre référence, vous la rajoutez, vous dites, c'est mon hypothèse. J'ai rajouté telle hypothèse dans mon expérience pour me faciliter, par exemple, les calculs, pour diminuer les paramètres physiques ou les paramètres, les conditions opératoires. J'ai diminué, par exemple, la gamme de température, de pression pour réduire le champ de recherche, etc.
Et donc, tout est basé sur une probité académique. Probité académique, ça veut dire honnêteté académique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Écrivez si Oui, vous madame. Écrivez. D'accord, bon, c'est clair. Inch'Allah. Donc, vous êtes au nombre de 41. Vous êtes au nombre de 40. Bon, vous étiez quand même à 47. Je ne sais pas, il y a certains qui ont déconnecté, peut-être qu'ils n'ont pas la connexion. On va essayer de faire avec, on n'a pas le choix. Hein. Vous avez des questions, s'il vous plaît, sur l'exigence de vérité scientifique, objectivité et esprit critique. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous avez des questions? S'il vous plaît, envoyez des messages pour que je sache si vous avez compris ou vous n'avez pas compris. Allô, je peux continuer? C'est fini? Vous n'avez pas de questions? Non, madame. Et les autres, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas répondre. Ah oui, vous avez des questions? Boudilla, عندك une question. Rania, عندك. Non, Hassaïn. madame, non. Ça va, c'est Abdelkader, vous avez Najat, vous avez des questions? Donc c'est clair pour le moment. Ça sert bien, Anne. Pardon? Oui, mademoiselle. D'accord, donc ces principes-là, c'est des principes qui englobent l'éthique, qui englobent l'éthique, les valeurs morales de l'éthique. Maintenant, l'équité. On va passer au sixième principe, c'est l'équité. L'équité. L'objectivité et l'impartialité sont des exigences essentielles lors des évaluations, des promotions, des recrutements et des nominations. Donc, concernant l'équité, c'est une valeur, c'est un principe très important lorsque il y a une évaluation, d'un travail d'étudiant ou d'un travail d'enseignant ou d'un travail d'administrateur. Ça veut dire que ces évaluations doivent être basées sur l'équité. Donc, les jurys doivent prendre en considération, doivent être équitables. Équitable et impartial. Impartial, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a, par exemple, au niveau, si on parle, par exemple, le cas d'un enseignant, s'il a plusieurs copies quelconques, il doit corriger à partir d'un barème et ce barème-là doit être le même pour tout étudiant du module. Être impartial, c'est quoi? Ça veut dire si c'est faux, il doit considérer que c'est faux et donc ça sera pas pris, ça sera pas noté. Et si c'est juste, ça sera noté. Il ne fera pas attention ni au physique de la personne,
ni au sexe de la personne, ni à la race de la personne, ni à la religion de la personne. Il sera impartial, ça veut dire qu'il ne va pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a établi un barème de points et donc ce barème-là doit être, il ne doit pas être rajusté d'après l'étudiant, mais il doit être appliqué pour toutes les personnes. Être objectif, c'est dans ce sens-là. Objectif, ça veut dire qu'il tiendra compte de son barème et pas d'autre chose. Impartial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il trouve que c'est bon, il doit considérer que c'est bon, que c'est juste. S'il trouve que c'est faux, il doit considérer que c'est faux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne doit pas faire attention, il ne doit pas faire parvenir, il ne doit pas faire attention à ses sentiments. Par exemple, faire le fait que l'étudiant est tombé malade et qu'il n'a pas pu faire son examen ou il a mal fait, etc., etc. En principe, rien de tout cela ne doit être pris en compte. L'étudiant est estimé d'après le travail qu'il remet, d'après le papier qu'il remet. Être équitable, ça veut dire être objectif et impartial. Donc, l'équité regroupe deux mots complémentaires, c'est l'objectivité et l'impartialité. Donc, ces deux qualités doivent figurer chez les personnes qui sont appelées à juger un travail ou à juger, ou à être membre du jury d'une soutenance, que ce soit de magistère, de master, de magistère ou de doctorat, ou tout simplement dans un concours ou dans une conférence, quelle que soit la conférence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut faire les mêmes remarques, vous voudrez faire les mêmes remarques, les remarques instructives, quelle que soit la personne qui se trouve en face de nous ou quelles que soient les personnes qui se trouvent en face de nous. Il faut être objective et impartial. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, madame. D'accord. Donc, lorsque j'enverrai l'enregistrement, essayez de l'adapter au paragraphe qui correspond. Ou bien tout simplement l'écouter. Bon, concernant ce module-là, je pense vous faire, je pense que concernant l'examen, ça m'étonnerait fort qu'il y ait un examen classique. Hein. Ça m'étonnerait fort. Probablement, je vous demanderai de faire des dissertations à la maison. Je vous poserai une question que vous allez étudier chez vous. Vous allez étudier chez vous et que vous allez me transmettre via l'email. D'accord? Je vous donnerai une semaine, 10 jours. Vous allez la traiter la question, puis après, vous allez me la renvoyer. C'est-à-dire, c'est en étude. Hein. Mais ce que je compte, c'est en étude pour pouvoir permettre à tout étudiant de bénéficier de cette conjoncture parce qu'elle n'est pas évidente. Elle est difficile. Est-ce que c'est clair? Madame. Oui. Oui. Donc c'est OK, c'est clair. Hein? D'accord. Donc il faut savoir que l'examen se fera sous forme, ce sera via email. Tiens, on va rester dans ces conditions-là. Cette fascicule que je vous ai envoyé. Une sorte de dissertation, vous donnez votre avis, vous pouvez, je ne sais pas, modifier, rajouter. Ce sera une dissertation, un travail de critique. Maintenant, on va passer au respect des franchises universitaires.
le respect des franchises universitaires. Donc, toutes les parties prenantes de la communauté universitaire, donc les parties prenantes, c'est qui? C'est l'enseignant, l'étudiant et l'administrateur, contribuent dans tout leur comportement au rehaussement des libertés universitaires de telle sorte que soient garanties leur spécificité et leur immunité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le respect des franchises universitaires. Donc, toute personne, tout étudiant, tout enseignant, tout administrateur doit respecter le mode de vie de la communauté universitaire. Ce mode de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les contrats spirituels qui existent entre ces membres universitaires. Le respect des franchises universitaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter autrui dans la mesure du possible. Pour pouvoir donner la spécificité à chaque acteur. Par exemple, dire que les enseignants, c'est des enseignants qui travaillent dans les règles de l'art, que l'étudiant prend son cours, assiste à son cours dans l'art, dans l'art et bien sûr dans leur immunité. Le respect des franchises, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dépassement. Parce qu'il y a un certain dépassement, comme par exemple se permettre d'être irrespectueux, l'enseignant par exemple ne donne pas son cours, l'administrateur ne fait pas son travail, et pas seulement dans ce sens-là, ça veut dire c'est dépasser les franchises, c'est les limites octroyées par la communauté, par la voie hiérarchique. Le respect des franchises octroyées par la voie hiérarchique. Par exemple, s'abstenir de toute activité politique partisane au sein de tous les espaces universitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant n'a pas le droit de faire de la publicité, de la mauvaise publicité, n'a pas le droit d'être partisan et de faire de la publicité, l'enseignant aussi, l'administrateur aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les franchises universitaires, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser les lois. Il ne faut pas dépasser les lois. Il ne faut pas dépasser il ne faut pas faire ce qui est interdit. Interdit sera réprimandé par les instances concernées. Ils vont être, bien sûr, ils vont être quoi? Ils vont être, bien sûr, jugés, passer un conseil de discipline, ou passer, si c'est un acte très grave, ils vont rejeter ils vont rejeter la discipline acquis de droit, qui est par exemple au niveau d'un tribunal ou autre, si la faute est grave, est très très grave. Donc les franchises universitaires, ça veut dire ne pas faire de complot qui va prêter préjudice à la communauté universitaire, aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants ou à l'administration. Les franchises universitaires, c'est les règles qui sont appliquées par la voie hiérarchique. Il faut les respecter. Dans le cas contraire, c'est perturber le déroulement normal de l'université, la perturber. Donc, comment ça va être corrigé à partir des instants. Donc, tout ce qui est politique, tout ce qui est politique ou religieux ne doit pas figurer dans les espaces universitaires. Par exemple, si on parle de clubs, il y a beaucoup de clubs universitaires. Il y a un club universitaire, il me semble même plus, au niveau de Bebzoa. C'est des qui doivent rester dans le respect des lois.
un club universitaire pour l'intérêt de la science, pour l'intérêt de ses camarades, pour l'intérêt de l'enseignement, de la recherche, mais pas pour faire des clans et pour faire des partisans. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord, alhamdoulilah. J'ai toujours le même problème. Ça se fiche toujours. Bon, c'est pas méchant. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été fait? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si je donne un aperçu, nous avons expliqué, nous avons situé l'éthique, nous avons situé la déontologie, nous avons situé droit, devoir et obligation, nous avons situé le droit, et maintenant on a entamé les principes fondamentaux qui font que c'est les valeurs fondamentales que chaque personne doit s'approprier pour donner le bon reflet, le bon reflet à l'université et pour les autres universités, que ce soit université nationale ou autres. J'ai cité les 7 principes fondamentaux. Donc, j'aimerais bien, c'est une question que je vous pose, donc j'aimerais bien, si c'est possible, si vous avez des idées sur d'autres principes fondamentaux qui ne figurent pas dans l'éthique et qui devraient exister. Donc, s'il vous plaît, vous écrivez cette question quelque part sur votre document, sur votre papier ou sur votre cahier. Dites, bon, ça c'est une question, d'accord? Donc, s'il vous plaît, écrivez. Il existe, c'est la question, il existe 7 principaux principes fondamentaux. Il existe 7 principaux principes fondamentaux sur laquelle est basée l'éthique. De la communauté universitaire. L'éthique de la communauté universitaire. L'éthique de la communauté universitaire. Point. Pensez-vous qu'il y a d'autres valeurs morales? Pensez-vous qu'il y a d'autres valeurs morales Pensez-vous qu'il y a d'autres valeurs morales qui doivent figurer dans l'éthique? Citez-les et dites pourquoi. Citez-les et dites pourquoi. C'est un fascicule qui est toujours en modification, qui restera toujours en modification. Pourquoi? Parce que tout simplement, il répond au vide qui existe au sein de l'université, le vide qui
Le but, c'est quoi? C'est les problèmes qui existent et qui n'ont pas leur répondant, qui n'ont pas leur répondant. Maintenant, on va passer à quatrièmement, droits et obligations. Les droits et les obligations. Pour l'enseignant-chercheur. Pour l'enseignant-chercheur. Donc, bon, avant d'entamer ça, ce qui va nous rester, bon, j'ai entamé maintenant droits et obligations. Donc, ça va être au premier lieu ceux de l'enseignant, après ceux de l'étudiant, après ceux de l'administrateur. Et enfin, je vous enverrai un fascicule qui concernera la propriété intellectuelle. Si on va terminer le module, dès qu'on terminera le module, je pense vous faire un examen, d'accord? Et ça sera un travail fait maison que vous allez m'envoyer et que vous allez travailler, bien sûr, vous allez travailler à tête reposée, et on restera en contact si vous avez d'éventuelles questions. Comme ça, chacun de vous va répondre correctement à la question de l'examen et il sera dirigé pour qu'il n'y remette pas un travail hors contexte. Est-ce que c'est clair? Ça va, c'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc, on va commencer droits et obligations de l'enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur a un rôle moteur à jouer dans la formation des cadres de la nation et dans la participation au développement socio-économique du pays par la recherche. L'État, en lui permettant d'assumer ses missions, doit le mettre à l'abri du besoin. Donc ça, c'est l'introduction entre droit et bien sûr et obligation. Doit le mettre à l'abri du besoin. De la sécurité de l'emploi pour l'enseignant-chercheur est garantie par l'État à travers les établissements publics d'enseignement supérieur. Donc maintenant, on va commencer par le droit. J'ai dit que le droit, ça pouvait être un droit juridique comme ça devait être un droit naturel. Donc les droits que je vais vous citer, c'est est-ce que ce sont des droits naturels ou des droits juridiques? Juridique, madame. Très bien, c'est des droits juridiques ou positifs. D'accord? Juridique quand ça nécessite la justice. Positifs peuvent être juridiques, comme ça peut être uniquement au sein de la communauté universitaire. Donc, ces droits-là, c'est quoi? Les droits sont généralement imposés par la tutelle et ces droits-là protègent. Ils protègent l'enseignant, ils protègent l'étudiant, ils protègent l'administrateur. Donc, il ne faut pas penser que le droit Le droit, c'est pour protéger. Donc, les personnes qui risquent de recevoir des avertissements, c'est les personnes qui ne respectent pas l'application de ces droits. Donc, les établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la seule base des qualifications universitaires et de l'expérience requise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les instances, par exemple, la faculté, le rectorat, les instances, la tutelle, lorsqu'elles vont recruter un enseignant, elles doivent le recruter à partir de ses qualifications. Ça veut dire qualifications, ses diplômes, et bien sûr, sur aussi l'expérience requise. Bien que des fois, il n'y a pas d'expérience, mais parce qu'il faut un début à tout, à partir des diplômes, il va atteindre une expérience. Ils doivent prendre toutes les dispositions à mettre de garantir à l'enseignant le droit d'enseigner à l'abri de toute ingérence dès lors qu'il respecte les principes de l'éthique et de la déontologie. Donc, l'un des droits de l'enseignant, c'est qu'on doit lui permettre
d'enseigner dans de bonnes conditions. On doit lui permettre d'enseigner sans qu'il y ait un problème, un souci d'argent ou d'habitat ou autre. Il faudrait lui fournir toutes les conditions adéquates pour lui permettre de s'épanouir dans son enseignement. Bien sûr, le droit, ce droit-là est celui de l'enseignant, mais c'est un enseignant qui remplit les conditions d'enseignement et qui n'enfreint aucune loi vis-à-vis de l'étudiant ou de l'administrateur. Toutes les questions concernant la définition et l'administration des programmes d'enseignement, de recherche, d'activités périuniversitaires, ainsi que l'allocation de ressources doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, reposer sur des mécanismes transparents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignant est de son droit de savoir comment est réparti le budget au sein de l'université ou bien au sein de la faculté, le budget concernant lui, et bien sûr qu'il y ait une transparence pour savoir, pour qu'il y ait une équité et pour que les personnes qui profitent de ce budget, que ce soit un budget, que ce soit un apport financier ou un apport administratif ou un apport scientifique. Il faudrait qu'il soit au courant de tout ce qui se passe dans l'université ou dans la faculté pour lui permettre, comme je l'ai dit, de s'épanouir dans son travail. Lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement l'enseignant, si c'est un enseignant, donc automatiquement il doit remplir, il doit avoir ses droits et bien sûr ses devoirs. Et s'il joue aussi le rôle d'administrateur, il doit se munir des droits et des devoirs de l'administrateur. L'évaluation et l'appréciation du travail de l'enseignant-chercheur font partie intégrante du processus d'enseignement et de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instances ont le droit d'assister à un cours donné par un enseignant et bien sûr de l'évaluer d'après son cours, de l'évaluer positivement. Bien sûr, quels que soient les résultats, c'est positif. Pourquoi? Parce que les critiques constructives, elles sont toujours les bienvenues. Donc, un enseignant peut recevoir des invités, des hauts responsables pour assister à son cours et de là, juger s'il est correct, s'il est efficace, s'il est bien, et dans le cas contraire, bien sûr, lui demander de le corriger ou de faire par exemple, un stage auprès d'un quelconque enseignant ou auprès de quel que soit, auprès d'une autre faculté ou autre université, etc. Assister à des cours de conférences. Donc, l'évaluation doit porter uniquement sur les critères académiques d'appréciation des activités d'enseignement et de recherche et d'autres activités professionnelles en relation avec l'université. Donc, les droits imposés par la tutelle, c'est que l'enseignant peut être jugé, examiné à n'importe quel moment, n'importe quel module, et cela, bien sûr, en présence de la voie hiérarchique.
L'enseignant-chercheur bénéficie de conditions et de travail adéquats ainsi que des moyens pédagogiques et scientifiques nécessaires qui lui permettent de se consacrer pleinement à ses tâches. Donc, la tutelle doit procurer les conditions de travail adéquats, les moyens pédagogiques et le nécessaire scientifique. Le nécessaire scientifique dans le domaine pédagogique ou scientifique, le domaine de recherche, pour qu'il puisse pleinement se consacrer à sa recherche, à son enseignement. Donc, les droits, c'est des droits qui sont imposés par la tutelle. Si la tutelle ne respecte pas un des droits, l'enseignant peut se plaindre acquis de droit. Donc, un enseignant peut avoir la visite des instances à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quel module, pour qu'il puisse être évalué. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est les droits de l'enseignant. Donc, le droit de l'enseignant, c'est lui procurer le local qu'il faut, bien sûr, les créneaux, les conditions d'hygiène, les moyens pédagogiques, les moyens scientifiques, pour qu'il puisse faire un cours correctement. Donc, ça, c'est les droits de l'enseignant. Et bien sûr qu'il y ait une certaine transparence dans la distribution, la distribution des moyens, qu'ils soient financiers ou scientifiques, de recherche scientifique ou de cours. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. Oui. C'est une obligation, normalement, non? Ça, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation, mais il faudrait la prendre dans l'autre. Ça, c'est une obligation, vous avez raison. Mais ce qui se passe, c'est que s'il redevient, comme par exemple un enseignant, c'est un enseignant plus, c'est un administrateur. Effectivement, ça, c'est une obligation, c'est-à-dire un devoir. Donc, ça fait, si c'est un administrateur, donc il doit prendre ce critère en compte. Si j'ai à vous demander de me citer les droits, vous n'allez pas me citer ça. Ça ne fait pas partie du droit. Ça fait partie de l'obligation. Donc ça doit figurer dans l'obligation de l'administrateur. Est-ce que c'est clair? Parce qu'effectivement, lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. Parce qu'ici, le mot doit, c'est une obligation. Le droit, ce sont les obligations des instances. C'est pour cela que je vous dis que le terme doit, obligation ou bien devoir et droit, c'est tout à fait différent. Maintenant, c'est un devoir, c'est une obligation de l'enseignant s'il fait de l'administration. Pourquoi? Parce que ça, c'est un droit qui est imposé par la tutelle. Donc, l'administrateur doit le respecter. Ce que vous devez, pour faire la différence entre droit et devoir, je vous conseille d'utiliser le terme obligation. Parce que le devoir, c'est un droit. Le devoir est une obligation. Donc, là où vous vous sentez obligé, vous dites c'est mon devoir de faire ceci et cela. Est-ce que c'est clair? Donc, il va falloir faire attention. Donc, si on parle de droit de l'enseignant, c'est tout ce qui est donné par le biais de la tutelle. Par exemple, les moyens, l'argent, les moyens pédagogiques, les moyens scientifiques,
que ce soit le matériel scientifique, le matériel pédagogique, l'argent, etc., les moyens financiers. Ça fait partie du droit de l'enseignant. C'est les droits qui sont établis par la tutelle. Ce sont les droits qui sont établis par la tutelle. Donc, en quelque sorte, c'est une protection. L'enseignant est protégé. Il veut faire son enseignement, donc il n'y a pas de souci, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'on lui procure les conditions qu'il faut. Sous toutes ses formes, les conditions sous toutes ses formes. Est-ce que c'est clair? Merci pour votre remarque, monsieur. Oui, c'est clair, madame. Merci. Donc aussi, il y a l'enseignant qui doit bénéficier. Donc, regardez, on parle uniquement de droit. Donc, je dirais, l'enseignant est de son droit de bénéficier d'une formation permanente. C'est de son droit d'être recyclé périodiquement dans ses connaissances. Le traitement octroyé doit être à la mesure de l'importance de cette fonction. Et par conséquent, celui qui l'exerce revêt dans la société pour la formation de l'élite. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On sous-entend que ces droits-là sont octroyés à l'enseignant pour lui permettre d'être à la hauteur de ses tâches et pour représenter une élite. Ça veut dire le sommet de la formation, le sommet d'élite, ça veut dire un enseignant d'élite. Tout autant qu'à l'importance des responsabilités de toute nature qui incombent à l'enseignant-chercheur dès son entrée en fonction. Donc, les droits. Donc, ce que je vous demande, c'est lorsque je vous demande les droits, il faut aller directement à ce qui a été établi par la tutelle. C'est ça, les droits de l'enseignant. Ça veut dire ce qu'a mis à sa disposition pour protéger l'enseignant. Quand on parle de devoir, donc il faut dire devoir, c'est obligation. Tout ce qu'on est obligé de faire, que ce soit l'enseignant, l'étudiant, l'administrateur. Donc jusqu'à présent, ce que je vous ai cité, c'est uniquement les droits. Donc pour savoir comment distinguer, il faut citer les droits. Donc ce que je vous conseille comme deuxième question à faire chez vous, ça c'est uniquement pour vous faciliter la tâche. Donc, je souhaiterais, vous mettez deuxième question. Citer les droits de l'enseignant-chercheur. Citer les droits de l'enseignant-chercheur. Pourquoi? Parce que ici, je vous l'ai donné sous forme de paragraphe. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, citez-moi uniquement les droits de l'enseignant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord? Parce que ici, je vous l'ai donné sous forme de paragraphe. Donc, s'il vous plaît, écrivez droits de l'enseignant et citez-moi ces droits. Donc, je dis et je répète, écrivez-les quelque part. Les droits, c'est une protection pour l'enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour lui permettre de bien travailler. On va lui donner, on va citer ses droits. C'est de son droit. Donc, si le droit de l'enseignant est de faire, par exemple, de faire des formations, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un enseignant auquel on refuse une formation, on peut très bien faire un recours et demander à ce que cet enseignant, et l'enseignant peut faire un recours pour qu'il puisse bénéficier d'un stage ou d'une formation nationale ou internationale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez bien pris les droits? Oui, madame. D'accord. Donc, si je vous demande les droits de l'enseignant, c'est bien ce qui a été
énoncés par la tutelle. Donc, il ne faudrait pas confondre, oui, donc il faudrait pas confondre entre droit et obligation. Ici, ce n'est pas des obligations, c'est des droits uniquement. Allô? Est-ce que c'est clair? Vous avez Oui, madame. compris? D'accord. بالقسمي فهمت. Moi, j'ai un excellent là sous les yeux, hein. Je n'arrive pas à voir. Oui, madame, oui. Merci. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Regardez si vous avez des questions. Donc, Ok, des questions. وقتاش نرجع؟ écoutez, pour concernant le devoir, donc le droit, le paragraphe, dis-le Thomas sur le brouillon là. Et la semaine prochaine, l'un de vous va me les dicter. Et je vois si c'est correct, on le sait bien. C'est tout. D'accord. Uniquement pour que vous ne vous éloigniez pas, parce que vous m'avez fait la remarque, et c'est une remarque pertinente, là où c'est écrit exercer des fonctions, donc aux exigences de respect et d'efficacité. Donc là, vous avez raison, c'est un droit. Donc là, il ne faudrait pas le citer. Et c'est pour cela que je vous demande de me citer les droits. Lorsque l'un de vous va me les citer, eh ben, on verra si c'est bon, on va en discuter. Si vous êtes d'accord alors qu'il y a eu des erreurs, je vais les corriger. Si vous êtes à vous-même de corriger, ben, ça serait bien. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc, le point sur lequel j'insiste, parce que c'est ce qui est la base de tout ce qu'on est en train de faire, il faut comprendre ce que vous faites. Quand c'est un droit pour protéger. Donc, vous protégez, ici à ce niveau-là, c'est l'enseignant. C'est la tutelle qui émet des droits et c'est l'enseignant qui subit, mais il subit dans le positif. D'accord? Donc, je vous ai donné deux questions. Quelle est la question concernant citer les droits de l'enseignant et l'autre, vous pouvez à tête reposée. Et lorsqu'on aura du temps, je demanderai à l'un de vous de la lire. Et on verra, peut-être qu'il y aura plus d'une valeur morale. Peut-être qu'il y aura trois. Ou peut-être vous allez citer des valeurs qui sont déjà intégrées dans l'un des principes qui a été cité. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? C'est bon, madame. Oui. D'accord. Donc, regardez, vous avez votre fascicule entre les mains. Donc, je vous demanderai bien de réviser au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous me les posez. Comme ça, lorsqu'on va terminer ce module-là, on fera une légère révision et on pourra faire à tête reposée l'examen. Parce que l'examen, ce sera ce type de questions et ce sera un travail que vous allez faire chez vous et que vous allez me transmettre peut-être après une semaine et tout, ça dépendra de vous. Et bien sûr, et au fur et à mesure, vous avez le droit de me poser les questions sur, si vous avez besoin d'orientation pour pouvoir vous guider et comme ça, vous ne ferez pas un hors-sujet. Et ça va fonctionner, Inch'Allah, pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc, si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là.